Chapitre 2. Ce cabinet était un véritable musée. Tous les échantillons du règne minéral s'y trouvaient étiquetés avec l'ordre le plus parfait, suivant les 3 grandes divisions des minéraux inflammables, métalliques et lithoïdes. Comme je les connaissais, ces bibelots de la science minéralogique, que de fois, au lieu de muser avec des garçons de mon âge, je m'étais plus à épousseter ces graphites, ces anthracites, ces houilles, ces lignites, ces tourbes. Et les bitumes, les résines, les sels organiques qu'il fallait préserver du moindre atome de poussière. Et ces métaux, depuis le fer jusqu'à l'or, dont la valeur relative disparaissait devant l'égalité absolue des spécimens scientifiques. Et toutes ces pierres qui eussent suffi à reconstruire la maison de Koningstrasse, même avec une belle chambre de plus dont je me serais si bien arrangée. Mais en entrant dans le cabinet, je ne songeais guère à ces merveilles. Mon oncle seul occupait ma pensée. Il était enfoui dans son large fauteuil garni de velours d'Utrecht et tenait entre les mains un livre qu'il considérait avec la plus profonde admiration. « Quel livre! Quel livre !» s'écriait-il. Cette exclamation me rappela que le professeur Lidenbrock était aussi bibliomane à ses moments perdus. Mais un bouquin n'avait de prix à ses yeux qu'à la condition d'être introuvable, ou tout au moins illisible. « Eh bien, me dit-il, tu ne vois donc pas ? Mais c'est un trésor inestimable que j'ai rencontré ce matin en furetant dans la boutique du juif Hevelius. »« Magnifique, répondis-je avec un enthousiasme de commande. En effet, à quoi bon ce fracas pour un vieil in-quarto dont le dos et les plats semblaient faits d'un veau grossier, un bouquin jaunâtre auquel pendait un signet décoloré ? Cependant, les interjections admiratives du professeur ne discontinuaient pas. « Vois, disait-il, en se faisant à lui-même demande et réponse. Est-ce assez beau ? Oui, c'est admirable. Et quelle reliure ! Ce livre s'ouvre-t-il facilement ? Oui, car il reste ouvert à n'importe quelle page. Mais se ferme-t-il bien ? Oui, car la couverture et les feuilles forment un tout bien uni, sans se séparer ni bâiller en aucun endroit. Et ce dos qui n'offre pas une seule brisure après 700 ans d'existence. Ah, voilà une reliure dont Bozerian, Claus ou Purgol eussent été fiers. En parlant ainsi, mon oncle ouvrait et fermait successivement le vieux bouquin. Je ne pouvais faire moins que de l'interroger sur son contenu, bien que cela ne m'intéressât aucunement. « Et quel est donc le titre de ce merveilleux volume ?» demandai-je avec un empressement trop enthousiasme pour ne pas être feint. « Cet ouvrage, répondit mon oncle, en s'animant, c'est Kringla de Snorre Turleson, le fameux auteur islandais du XIIe siècle. C'est la chronique des princes norvégiens qui régnèrent en Islande. »« Vraiment ?» m'écriai-je de mon mieux. « Et sans doute c'est une traduction en langue allemande. »« Bon, riposta vivement le vieux professeur. Une traduction. Et qu'en ferais-je donc de ta traduction ? Qui se soucie de ta traduction ? Ceci est l'œuvre originale en langue islandaise, ce magnifique idiome, riche et simple à la fois, qui autorise les combinaisons grammaticales les plus variées et de nombreuses modifications de mots. Oui, comme l'allemand, insinuai-je avec assez de bonheur. Oui, répondit mon oncle en haussant les épaules, sans compter que la langue islandaise admet les 3 genres comme le grec et décline non propres comme le latin. Ah, fis-je un peu ébranlé dans mon indifférence. Et les caractères de ce livre sont-ils beaux ? Des caractères, mais qui te parle de caractères, malheureux Axel ? Mais il s'agit bien de caractères. Tu prends ça pour un imprimé ? Mais ignorant, c'est un manuscrit, et un manuscrit runique. Runique ? Mais oui. Vas-tu me demander maintenant de t'expliquer ce mot ? Oh, je m'en garderai bien, répliquai-je avec l'accent d'un homme blessé dans son amour-propre.
Mais mon oncle continua de plus belle et m'instruisit, malgré moi, de choses que je ne tenais guère à savoir. Les runes, reprit-il, étaient des caractères d'écriture usités autrefois en Islande, et, suivant la tradition, ils furent inventés par Odin lui-même. Mais regarde donc, admire donc impie ces types qui sont sortis de l'imagination d'un dieu. Ma foi, faute de réplique, j'allais me prosterner, genre de réponse qui doit plaire aux dieux, comme au roi, car elle a l'avantage de ne jamais les embarrasser, quand un incident vint détourner le cours de la conversation. Ce fut l'apparition d'un parchemin crasseux qui glissa du bouquin et tomba à terre. Mon oncle se précipita sur ce brimborion avec une avidité facile à comprendre, un vieux document enfermé depuis un temps immémorial dans un vieux livre ne pouvait manquer d'avoir haut prix à ses yeux. « Et qu'est-ce que cela ?» s'écria-t-il. Et en même temps, il déployait soigneusement sur sa table un morceau de parchemin long de 5 pouces, large de 3, et sur lesquels s'allongeaient en ligne transversale des caractères du grimoire. En voici le fac-similé exact. Je tiens à faire connaître ces signes bizarres, car ils amenèrent le professeur Lidenbrock et son neveu à entreprendre la plus étrange expédition du XIXe siècle. Le professeur considéra pendant quelques instants cette série de caractères, puis il dit en relevant ses lunettes. « Mais c'est du runique! Ces types sont absolument identiques à ceux du manuscrit de Snorre Turleson. Mais qu'est-ce que cela peut signifier ?» Et comme le runique me paraissait être une invention de savants pour mystifier le pauvre monde, je ne fus pas fâché de voir que mon oncle n'y comprenait rien. Du moins, cela me sembla ainsi au mouvement de ses doigts qui commençaient à s'agiter terriblement. « Mais c'est pourtant du vieil islandais » murmura-t-il entre ses dents. Et le professeur Lidenbrock devait bien s'y connaître, car il passait pour être un véritable polyglotte. Non pas qu'il parlât couramment les 2000 langues et les 4000 idiomes employés à la surface du globe, mais enfin, il en savait sa bonne part. Il allait donc, en présence de cette difficulté, se livrer à toute l'impétuosité de son caractère, et je prévoyais une scène violente quand 2 heures sonnèrent au petit cartel de la cheminée. Aussitôt, la bonne Marthe ouvrit la porte du cabinet en disant « La soupe est servie !»« Oh, diable la soupe !» s'écria mon oncle. « Et celle qui l'a faite, et ceux qui la mangeront !» Marthe s'enfuit. Je volai sur ses pas, et sans savoir comment, je me retrouvai assis à ma place habituelle dans la salle à manger. J'attendis quelques instants, le professeur ne vint pas. C'était la première fois à ma connaissance qu'il manquait à la solennité du dîner. Et quel dîner cependant! Une soupe au persil, une omelette au jambon relevée d'oseille à la muscade, une longe de veau à la compote de prunes, et pour dessert des crevettes au sucre, le tout arrosé d'un joli vin de Moselle. Voilà ce qu'un vieux papier allait coûter à mon oncle. Ma foi, en qualité de neveu dévoué, je me crus obligé de manger pour lui, en même temps que pour moi. Ce que je fis en conscience. « Je n'ai jamais vu une chose pareille !» disait la bonne Marthe. « Monsieur Lidenbrock n'est pas à table ?» C'est à ne pas le croire. « Cela présage quelque événement grave !» reprenait la vieille servante en hochant la tête. Dans mon opinion, cela ne présageait rien. Sinon une scène épouvantable quand mon oncle trouverait son dîner dévoré. J'en étais à ma dernière crevette lorsqu'une voix retentissante m'arracha aux voluptés du dessert. Je ne fis qu'un bond de la salle dans le cabinet.